Comment préparer au mieux la transmission de ces actifs immobiliers? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet en plateau. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Audrey Ferry. Bonjour Audrey Ferry. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Hurel. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Vous êtes notaire associé chez Morel Darleux Notaire, mais aussi porte-parole des notaires de Paris. Et on va commencer avec vous, Antoine Hurel. Déjà, première question. J'imagine que le sujet de la transmission des actifs immobiliers arrive assez vite dans la discussion qu'on peut avoir avec un notaire. C'est là où il y a le plus de sujets d'inquiétude lorsque l'on veut préparer sa succession ? Oui, effectivement, c'est un sujet majeur parce que l'immobilier représente une partie importante du patrimoine de nos clients. Et du coup, en France, en tout cas. Ouais, en France, voilà. Et assez rapidement, il se pose la question, effectivement, de l'anticipation de la transmission, puisque de facto, ce seront des actifs qui seront transmis aux enfants. Donc, il se pose la question d'anticiper cette transmission qui a deux impacts. Un impact civil, c'est-à-dire comment on fait cette transmission, et ensuite un impact fiscal. D'accord. Quels sont les intérêts de le faire de son vivant. Donc l'impact civil, c'est par exemple j'ai un bien immobilier, 5 enfants, comment est-ce que je fais pour ne pas défavoriser les 4 autres si je transmets à une seule personne, ou éviter l'indivision, ou est-ce que En fait, soit ça se fait si vous faites rien par la loi et donc par la dévolution classique, soit ça se fait par voie testamentaire, soit ça se fait de son vivant en transmettant avec l'accord de ceux qui vont recevoir, donc par des systèmes de donation anticipée, de donation partage, pour répartir les biens, soit un bien en particulier à quelqu'un, ou soit créer une indivision avant même le décès, par des donations notariées. Avant de rentrer dans le technique, peut-être avec vous, Audrey Ferry, Antoine Hurel, une question. Si on ne fait rien, si on ne prépare rien, quelle est la fiscalité qui s'applique au moment de la succession lorsque l'on hérite d'un bien immobilier ? Alors c'est la même qui s'applique sur un actif, un capital financier, sauf les assurances-vie qui ont un régime particulier. Mais globalement, c'est 100 000 € gratuits par parent et par enfant d'abattement, donc sur lesquels on n'est pas taxé. Ensuite, ce sont des tranches de 20 jusqu'à 45%. Donc ça peut effectivement piquer un petit peu. Donc d'où l'intérêt de transmettre, on y reviendra, en utilisant les carottes fiscales qui sont proposées jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où nous parlons, pour justement bénéficier de ces avantages fiscaux de transmission. Audrey Ferry, est-ce qu'il y a une bonne manière de faire lorsque l'on veut transmettre son immobilier? Est-ce qu'il y a une méthode qui marche mieux que les autres lorsque l'on anticipe suffisamment tôt sa succession? Oui, alors il y a plusieurs méthodes. Après, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de la composition de la famille, de la composition du patrimoine, des volontés de chacun. Parfois, on a des enfants qui vont vous dire non, moi, ce bien immobilier, il n'y en a aucun que ça intéresse. On peut tout à fait se dire pourquoi pas le vendre dès maintenant, avoir des liquidités qui seront beaucoup plus faciles à transmettre aux enfants. Ensuite, pour éviter... Donc ça s'envisage finalement. Et ensuite, on place ça sur des assurances-vie ou sur d'autres... D'accord. Avec l'assurance-vie, comme on a une fiscalité qui est favorable, notamment avant 70 ans, ça peut être intéressant de replacer les liquidités ainsi et de les transmettre plutôt que de transmettre le bien immobilier. Parfois se pose aussi la question, quand on a plusieurs enfants, pour éviter justement cette indivision qu'on peut subir si on n'a rien fait après le décès, on a une indivision sur le bien qui est transmis dans la succession. On peut, pourquoi pas, organiser en faisant une SCI, donc une société civile immobilière, dans laquelle on va donner toutes les règles de fonctionnement à travers la rédaction des statuts. Et puis, de son vivant, on peut tout à fait donner des parts. Et l'avantage, c'est qu'on a des parts sociales qui sont numérotées. Donc, on ne va pas avoir d'indivision. On va pouvoir dire la part numéro 1 à 10 au premier enfant, 11 à 20 au deuxième, etc. Donc, ça évite effectivement tout ce qui est indivision. Et on peut avantager un enfant par rapport à un autre, faire en sorte qu'il soit plus ou moins majoritaire par rapport aux autres, si jamais il y a une décision à prendre ou un besoin de trancher, par exemple, au sein d'une SCI ? Alors, on peut bien sûr l'avantager, tout à fait. D'un point de vue, en tout cas, transmission du patrimoine, il faut faire attention à cette notion de réserve héréditaire. D'accord. Oui. Après, bien sûr, qu'on peut lui donner un peu plus de parts, qui va soit racheter à ses frères et sœurs, soit on va l'avantager et on peut compenser auprès des autres enfants avec d'autres actifs, des titres qu'on a sur un portefeuille, par exemple. Antoine Hurel, ce fonctionnement en SCI, finalement, c'est un mécanisme d'indivision différent, mais qui revient à partager la propriété entre plusieurs enfants. Ça marche mieux ? Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement. L'intérêt de la SCI, c'est évidemment d'éviter une indivision. Ceci étant, quand on ne s'entend pas dans une SCI ou dans une indivision, c'est toujours un peu compliqué de s'en sortir, même si, effectivement, il n'y a pas d'indivision. L'avantage, en revanche, de la SCI, c'est qu'on va distinguer le pouvoir de la transmission. D'accord.
Parce que si je transmets un bien en direct, je vais m'en garder l'usufruit, qui est une méthode assez classique, mais je ne pourrai pas décider seul. Si j'ai envie de revendre mon bien, je serai obligé d'avoir l'accord des enfants. D'accord. En mettant le bien dans la SCI, en transmettant, comme vous le disiez, les parts de la SCI, je reste gérant, je garde le pouvoir et je peux continuer, même s'il y a un enfant mineur par exemple, à continuer à gérer, à décider seul si je veux vendre ou pas. Donc ça, c'est très important. Donc c'est au-delà de préparer sa transmission, c'est surtout s'assurer de garder le dernier mot quelque part sur le bien immobilier jusqu'au bout. C'est les deux. C'est-à-dire qu'on peut transmettre et en même temps, on garde le pouvoir, parce que c'est souvent quelque chose qui est un peu réticent pour les clients, de transmettre en se dessaisissant et non plus avoir le pouvoir de décision. Audrey Ferry, est-ce que c'est là justement peut-être un argument pour commencer à préparer le plus tôt possible, cette idée de dire jusqu'au dernier moment vous aurez le dernier mot, mais on peut quand même, par des mécanismes de gestion patrimoniale, préparer au mieux la transmission à ses enfants? Oui, tout à fait. Justement, quand on combine plusieurs techniques patrimoniales telles que la SCI et le démembrement de propriété, on va pouvoir donner la nue propriété des parts, se réserver l'usufruit. Dans les statuts, on va indiquer que le gérant a le pouvoir de disposer librement du bien sans avoir à demander aux autres enfants, ce qu'on n'aurait pas sur un bien immobilier démembré en direct, comme vous le rappeliez. Et puis, d'un point de vue fiscal, c'est assez intéressant, puisque quand on donne la nue propriété d'un actif, que ce soit des parts d'une SCI ou que ce soit un bien immobilier, on va uniquement être taxé sur la valeur de la nue propriété. D'accord. Et donc, c'est intéressant parce que c'est évalué fiscalement par rapport à l'âge de l'usufruitier. Si on prend un exemple, les parts de SCI valent 500 000 euros. J'ai un enfant, je lui transmets, j'en ai 2, je veux transmettre cette SCI. L'assiette des droits de donation ne sera pas de 500 000, mais si j'ai par exemple 60 ans où je vends, mon usufruit vaut 50%, la nue propriété vaut 50%, donc ça ne vaudra que 250 000. D'accord. 250 000, j'ai 2 enfants, un abattement de 100 000 euros chacun, il n'y a que 50 000 euros qui est taxable à peu près à 20%. Une question pour vous et que je poserai ensuite à Antoine Hurel. Faut-il prendre en compte la valeur de marché d'un bien immobilier dans la préparation de sa succession ? Oui, alors quand on va faire en tout cas une donation, il va falloir prendre la valeur actuelle, la valeur de marché pour base de transmission. D'accord. Alors c'est toujours un sujet particulier, puisque souvent les clients mettent leurs biens à l'impôt sur la fortune immobilière dans leur déclaration, et on arrive toujours à un sujet, c'est de savoir quelle justement valeur on va prendre comme référence pour la transmission. On est tendance évidemment ils ont tendance à vouloir nous faire suivre ce qu'ils ont déclaré dans leur impôt sur la fortune immobilière, qui n'est pas toujours la réalité à la fin finale. Okay. Mais il faut effectivement faire très attention, parce que autant un impôt sur la fortune immobilière, si vous voulez, l'État regarde ça avec évidemment des contrôles, autant une transmission, quand on est à 15, 10, 20 ou 30% de droits de donation, c'est regardé de très près. D'accord. Et c'est regardé pendant l'année en cours de l'enregistrement de l'acte, plus 3 ans. Ça veut dire que pendant quasiment 4 ans, on peut avoir un peu le stress d'un redressement. Donc il faut être très prudent sur la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur sur laquelle sont assis les droits de transmission. Voilà. Et pour revenir à votre exemple, si effectivement un couple a 2 enfants, un bien de 800 000 euros, aujourd'hui à 55 ans, peut être transmis sans aucune fiscalité. Donc c'est évidemment très attractif de dire le bien vaut 800 000 euros, bien sûr, oui. Parce qu'on ne paiera rien. Mais s'il vaut en réalité 1,2 million, derrière, c'est 20% sur la moitié, donc ça peut piquer. 20% pour le propriétaire à un instant T, et post-montage, SCI ou autre, oui. Qui est redressé ? Ce sont les parents. Ce sont les parents, ça reste les parents, d'accord. Oui, et donc voilà. Audrey Ferry, j'aimerais revenir quand même sur cette idée, parce que je l'ai lu plusieurs fois, cette idée de... Le plus simple, c'est de vendre son immobilier et ensuite d'utiliser les sommes d'argent pour alimenter d'autres manières de transmettre facilement à ses enfants. Est-ce que c'est vraiment la solution la plus simple et la plus utilisée ? Alors en tout cas, c'est une solution qui va permettre de régler le problème quand on a, par exemple, plusieurs héritiers. On sait qu'aucun va vouloir, ou alors tous vont le vouloir, et il va y avoir des questions sur qui va prendre, qui va finalement réussir à acheter ce bien, à quel prix. Là aussi, la question de la valorisation entre les enfants, c'est tout un débat parfois. Bien sûr, oui. Donc pour couper court à tout débat, on peut effectivement se dessaisir totalement du bien. On a aussi une autre façon, c'est de dire, non, moi je veux quand même continuer à l'occuper, ce bien, toute ma vie. Donc on peut vendre en viager ou vendre uniquement la nue propriété. D'accord. On garde l'occupation, on récupère quand même des liquidités qu'on peut ensuite transmettre aux enfants.
Et il Antoine est Hurel, possible aussi de transmettre un bien en le revendant à une propre SCI constituée avec ses propres enfants. Alors, c'est une opération de cash-out. C'est-à-dire que si je veux garder un bien, que j'ai 50 ans et que je veux repartir pour un tour avec un endettement, je vais revendre mon bien à une société créée avec mes enfants, prendre de la dette, et de sorte que le bien va être transmis comme ça au fur et à mesure, sans finalement de fiscalité de transmission. Donc ça, c'est aussi des techniques qui peuvent permettre de garder un bien tout en récupérant des liquidités pour faire d'autres projets de transmission à côté. Antoine Hurel, dans les faits, est-ce qu'il y a des choix qui sont plus régulièrement faits que d'autres, que ce soit en matière de simplicité d'usage ou en matière de fiscalité, ou tout simplement parce qu'il y a un côté affectif sur cette résidence principale ou sur cette maison de famille ou sur cette résidence secondaire qui pousse à prendre une décision plutôt qu'une autre ? Alors, ce qui se fait de façon assez visuelle et classique, c'est la donation-partage notariée avec réserve d'usufruit et transmission de la nue propriété, comme on en dit, parce que c'est un avantage fiscal énorme. Ouais. Après, effectivement, on se rend compte que orienter tout de suite un choix d'attribution en disant « toi tu auras le château, toi tu auras le fonds de commerce et toi tu auras un studio ou de l'argent », c'est une décision qui est lourde de conséquences. Parce que quand on fait des attributions, le château peut baisser de valeur, le fonds de commerce prendre ça, et or, on cherche quand même à respecter une certaine égalité. Donc on pense qu'on a réglé le problème, alors qu'en fait, on ne l'a que déporté sur 10-15 ans en fonction de la fluctuation de la valeur des biens. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, la plupart du temps, c'est rare qu'il y ait des vraies attributions, et on dit, je donne la maison de campagne ou ma résidence principale à chacun de mes 3 enfants à hauteur d'un tiers. Alors, sur le plan civil, c'est un peu compliqué, on ne va pas y revenir, mais en tout cas, ça a le mérite de l'équité, parce que la résidence principale, chaque bien va faire une plus ou moins value auquel tout le monde va participer. Audrey Ferry, même question, est-ce qu'il y a une méthode idéale pour ceux qui nous auraient écoutés, qui se diraient, tout ça a l'air très tentant, mais... Méthode idéale, non, je pense pas. Après, comme on l'a dit, il y a des outils qui vont faciliter ces opérations-là, que ce soit la SCI, que ce soit la donation de la seule nue propriété. Après, là où il faut être vigilant, c'est on a plutôt tendance à ne pas conseiller de donner sa résidence principale. C'est important de la conserver. Généralement, c'est un bien qui a une valeur significative dans un patrimoine. Il vaut mieux garder la libre disposition également du prix de vente le moment venu. Et puis, être vigilant aussi. Maintenant, on a des patrimoines de plus en plus internationaux ou des enfants aussi qui sont à l'étranger. Bien sûr. Donc, si j'ai un bien immobilier à l'étranger, faire attention, anticiper tous ces sujets pour bien transmettre. Merci beaucoup Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Merci également Antoine Hurel, notaire associé chez Morel Darle Notaire, mais aussi porte-parole des notaires de Paris, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.